Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours en ligne, assez court, assez concis, dans lequel on va s'intéresser à la création d'une C1. La C1, c'est une compétence qui n'a pas encore été réellement exercée par vous, dans laquelle le principe de la C1, c'est se poser des questions. Comme je le dis souvent, se poser des questions, vous le faites en permanence, vous vous posez des questions sur plein de choses tout le temps. Ici, l'idée, ce n'est pas de se poser des questions comme ça venues de nulle part, c'est de parvenir à les formaliser, à poser des questions qui sont non seulement intelligentes, intelligibles, mais également qui peuvent donner lieu à une enquête historique. Donc on n'est pas ici dans une question qui vise à savoir, à laquelle on peut répondre rapidement par un oui, par un non. On est dans une question à laquelle il va falloir répondre par la suite par une enquête, par une recherche qui peut nous occuper pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 350 pages de livres, etc. Et donc, je reprends pour faire cette initiation à la C1, des documents qui sont liés aux révolutions russes, 6 documents, 4 textes, 2 images que je vais lire rapidement, vous afficher à l'écran. Je vais lire ces documents en mettant l'accent sur certains points, et puis après je reviendrai là-dessus pour faire quelques exemples de questions qui me sont moi venues à l'esprit sur base de la lecture des documents et qui vont me permettre de vous expliquer le fonctionnement même d'une série. Encore une fois, c'est assez facile, c'est vraiment un exercice qui demande une certaine forme de rigueur et qui demande d'appliquer une recette. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Alors le premier document s'intitule Février 1917, une société en crise. Alors c'est un document qui est issu d'un témoignage qui nous dit depuis des mois, on avait l'impression de danser sur un volcan. Malgré les morts accumulés, malgré les inquiétudes de la guerre, malgré les insuffisances du ravitaillement de la ville, malgré les rigueurs d'un terrible hiver, une folie de plaisir s'était emparée des habitants de Pétrograd. Des fortunes scandaleuses s'édifiaient en quelques semaines. Peu sûrs de la valeur du papier après la guerre, les nouveaux riches se hâtaient de le monnayer en jouissance immédiate. Ils éclaboussaient le peuple de leur luxe insolent. Jamais on n'avait vu tant d'autos circuler dans les rues, de diamants scintiller sur les épaules des femmes. Dans les restaurants à la mode s'étalait une orgie incessante. Pendant ce temps, la famine s'annonçait menaçante, malgré leur salaire très élevé depuis la guerre. Il n'était pas rare qu'en rentrant chez eux, les ouvriers se trouvassent sans pain. Les prix de denrées les plus indispensables atteignaient des prix exorbitants. La vie devenait de plus en plus intolérable chaque jour. Pour ces raisons et d'autres encore, le gouvernement était haï. Ce document est intéressant parce qu'on voit finalement une opposition entre 2 classes sociales, finalement, entre les ouvriers qui meurent de faim. On vous explique clairement qu'il y a des inquiétudes de la guerre, un ravitaillement, des insuffisances dans le ravitaillement. Et puis en parallèle, on vous explique qu'il y a des fortunes scandaleuses qui s'édifient, des gens qui profitent de la vie, on vous parle de... ils éclaboussaient le peuple de leur luxe insolent, on vous parle dans les restaurants à la mode d'une orgie incessante, donc des gens qui profitent de la vie pleinement au moment où d'autres sont en train de mourir et une situation sociale est en train de dégénérer. Si on s'intéresse maintenant au deuxième document, on vous dit, et la première phrase est intéressante, « Toutes les classes de la société russe sont en effervescence. L'indivision des terres dans les communes rurales fait du paysan une proie toute prête pour les agitateurs qui le poussent à prendre de vive force les domaines de la noblesse. Le prolétariat, dont la création remonte à quelques années à peine, s'est du premier coup montré révolutionnaire et ses revendications s'expriment sous la forme la plus violente. La jeunesse des écoles est une pépinière d'anarchistes et les plus modérés des jeunes gens qui sortent des universités s'ils n'y participent pas applaudissent du moins aux attentats terroristes. Les marchands se composent, sauf quelques très honorables exceptions dans les grandes villes de Russie, de trafiquants rapaces et peu scrupuleux,
La noblesse est frondeuse, brouillonne et dénuée de sens pratique. Le fonctionnaire est une des plaies du pays. Puis, brochant sur le tout un pouvoir tour à tour débonnaire et arbitraire, des ministres de plus en plus médiocres et divisés entre eux, un souverain monté trop jeune sur le trône, bienveillant mais ignorant des choses et des hommes, hésitant et obstiné à la fois, jaloux de son autorité et incapable de l'exercer, tantôt se livrant par bonté, tantôt se dissimulant pour agir et le faisant sans discernement. Donc ici, encore une fois, on vous parle des événements, qui sont les personnes, quelles sont les personnes au sein même de la société qui sont en train de donner corps à cette effervescence dont on nous parle dans le premier document. Alors, document 3, la révolution d'octobre, souvenez-vous, on avait vu qu'il y avait plusieurs révolutions, celle de 1905, celle de février 1917 et celle d'octobre 1917. Premier document, le document 3 ici, s'intéresse à la révolution d'octobre, le document 4 s'intéressera à la révolution de février. Je vous lis le document 3. Le comité militaire révolutionnaire engagea des opérations décisives vers 2 heures du matin. 3 membres du comité furent chargés d'établir le plan des opérations. Il consistait à occuper d'abord les quartiers de la ville attenant à la gare de Finlande, le côté de Viborg, le côté de l'extrémité de Saint-Pétersbourg, etc. Ensuite, on pouvait commencer l'offensive vers le centre de la capitale. Il n'y eut pas de résistance. Vers 2 heures du matin, de petits détachements occupèrent l'un après l'autre les gares, les ponts, les centrales électriques, l'agence télégraphique, sans rencontrer d'opposition. Les opérations militaires ressemblaient plutôt à des relèves de garde. Les opérations engagées se déroulèrent sans effusion de sang. Il n'y eut pas une seule victime. La ville était parfaitement calme. Le centre, comme les faubourgs, dormait profondément sans se douter de ce qui se passait dans le silence de la froide nuit d'automne. Quand les points importants de la capitale furent occupés sans résistance, le comité militaire révolutionnaire fit sonner les cloches. Ça c'est pour octobre, on vous explique une révolution, en tout cas c'est ce que le document nous dit, qui s'est passée de manière relativement pacifique, sans que finalement plusieurs personnes ne réalisent qu'il se passait quelque chose. Document 4, la révolution de février. Le 23 février, c'était la journée internationale des femmes. Pas une organisation ne préconisa la grève pour ce jour-là. En fait, il est établi que la révolution de février fut déclenchée par les éléments de la base. Le nombre de grévistes fut d'environ 9000. Le lendemain, le mouvement, loin de s'apaiser, est en recrudescence. Les travailleurs se présentent dès le matin dans leurs usines et au lieu de se mettre au travail, ouvrent des meetings, après quoi ils se dirigent vers le centre de la ville. Le mot d'ordre du pain est écarté ou couvert par d'autres formules. À bas l'autocratie et à bas la guerre. Le 25, la grève prit une nouvelle ampleur. Il se produit des conflits avec la police. Le 26 février était un dimanche. Peu à peu, les ouvriers opèrent leur concentration et, de tous les faubourgs, convergent vers le centre. On les empêche de passer les ponts. Ils déferlent sur la glace car en février, toute la Neva est un pont de glace. Les soldats ont reçu l'ordre de tirer. Ne tirez pas sur vos frères et sœurs, crient les ouvriers le 27 février. L'un après l'autre, les bataillons de réserve de la garde se mutinèrent. Ça et là, des ouvriers ont déjà réussi à s'unir avec la troupe, à pénétrer dans les casernes, à obtenir des fusils et des cartouches. Vers midi, Pétrograd est redevenu un champ de bataille. Alors si on regarde le document 5 maintenant, c'est une carte qui vous montre le centre même de Pétrograd, Saint-Pétersbourg, à cette époque-là. On voit notamment, si on regarde la légende, on vous localise l'amirauté, le palais d'hiver, la citadelle Pierre et Paul, le champ de Mars, ainsi que par des étoiles, les arsenaux, les casernes, les postes, les télégraphes, le téléphone, etc. etc., etc. Et dernier document, vous pouvez voir Lénine, qui balaye le globe terrestre, et en balayant ce globe terrestre, on voit qu'il balaye des personnes richement vêtues avec une couronne, ce sont des rois, des empereurs. Il balaye également en bas à gauche du document, il balaye un ecclésiastique orthodoxe, un prêtre orthodoxe, et tout en bas du document qui tombe avec un sac entre les mains, c'est un capitaliste. Alors, ce document donc est assez intéressant aussi. Alors, en quoi consiste la C1, se poser des questions? Eh bien simplement, elle consiste en une confrontation entre plusieurs documents. Vous prenez 2 documents, qui vous disent généralement diverses choses. Alors, pour grossir les traits et vous faire bien comprendre la chose, imaginez que je vous donne un document numéro 1 dans lequel je vous dis qu'Adolf Hitler est un homme extraordinaire, très sympathique, amusant et aimé de tout le monde, et totalement innocent des horreurs qui se sont produites pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis je vous donne un deuxième document dans lequel je vous dis Adolf Hitler était un ignoble personnage, il est coupable de tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, personne ne l'aimait, etc., etc., etc. Votre logique va être, à un moment donné, de vous interroger sur quelle est la vérité qui se trouve là-dedans. Et ça, il faudra le formaliser. Alors, comment formalise-t-on une C1 ? Eh bien, si on regarde ici maintenant
un petit formulaire que j'ai créé. La structure d'une C1 s'établit d'une manière toute simple. Premièrement, vous écrivez dans le document numéro, vous nommez le document, vous énumérez le document. Dans le document numéro 1 tel, je constate que. Et puis à un moment donné, vous allez opposer ça. Ben, ce n'est pas toujours une opposition, parfois ça peut être également une constatation qui apparaît dans un deuxième document. C'est or, et, donc, etc. Or, dans le document numéro 2, je constate que. Dès lors, je me pose une question. Et cette question doit être formalisée en thème, temps, lieu, avec une question bien évidemment. Tout en se basant sur un concept, ici dans le cadre de la Russie, je vais vous en reparler, c'est le concept de stratification sociale. Et ensuite, la question, je le disais en tout début de capsule vidéo, la question doit donner lieu à une recherche. Si je reprends mon exemple avec Adolf Hitler, je vous dirais, dans le document numéro 1, je constate que Adolf Hitler est décrit comme un homme extraordinaire et très sympathique. Or, dans le document numéro 2, je constate que Adolf Hitler est décrit comme un immonde bourreau que personne n'aimait. Dès lors, je me pose une question, qu'il faut formuler encore une fois en thème, temps, lieu, avec une question. Eh bien, le thème, c'est Adolf Hitler, c'est la Seconde Guerre mondiale. Le temps, c'est 40-45, ou alors 1933-1945. Le lieu, c'est l'Allemagne, le monde, ça dépend véritablement ce que vous allez essayer d'expliquer. Ici, dans le cas d'Adolf Hitler, on va formuler en disant en Allemagne en 1940, Adolf Hitler, quel genre de personnage est Adolf Hitler? Et là, idéalement, on est censé faire une question qui est censée à un moment donné s'intéresser et répondre pleinement à la complexité de l'être humain qui était Adolf Hitler, c'est-à-dire les horreurs dont il est responsable, mais également probablement certaines qualités, il devait en avoir probablement l'une ou l'autre, et donc à un moment donné on va s'intéresser à ça. Si on s'intéresse maintenant à la Russie sur base de nos documents, je vous ai formalisé 4 exemples, qui n'ont pas la prétention d'être des exemples d'une intelligence remarquable, ce sont des exemples que j'ai essayé de faire rapidement et de rendre le plus clair possible pour bien vous aider à assimiler le principe. Si on prend le premier exemple, on vous dirait, dans le document 1, rappelez-vous, le document 1 c'est février 1917, une société en crise, où on vous explique qu'il y a des fortunes extraordinaires qui s'édifient pendant que d'autres crèvent de faim. Donc dans le document 1, je constate que on nous parle des inquiétudes de la guerre, des privations qui contrastent avec l'édification de fortunes scandaleuses, de la jouissance immédiate des nouveaux riches et de l'orgie incessante dans les restaurants à la mode. Ce qui indique que toutes les classes de la société ne semblent pas vivre l'année 1917 de la même manière. Or, dans le document 2, je constate que, c'est la première phrase du document 2, on vous dit « Toutes les classes de la société russe sont décrites comme étant en effervescence ». Donc là, il y a un léger contraste qui naît, puisqu'on vous dit dans un premier temps qu'il y a des subtilités, les gens ne vivent pas tous de la même manière, et dans le deuxième document, on vous dit toutes les classes de la société sont en effervescence. Dès lors, on se pose une question, qu'on formalise en termes de thème, temps, lieu. Le lieu en Russie, le temps, 1917, pardon, thème, les révolutions. Et donc si on formalise ce thème, temps, lieu, en Russie, durant les révolutions de 1917, la société mènera-t-elle la révolution d'un front commun? Les gens vont-ils à un moment donné s'associer pour mener la révolution? Ou bien n'y a-t-il que certains groupes qui vont mener cette révolution? En Russie, durant les révolutions de 1917, la société mène-t-elle la révolution d'un front commun? Ou bien seule une partie de la société mène-t-elle le combat? Là, l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir s'interroger sur chacune des classes sociales et pour dire, non, les ouvriers fonctionnent comme ça, les paysans fonctionnent comme ça, les nobles fonctionnent comme ça, l'église fonctionne comme ça, la bourgeoisie fonctionne comme ça, les capitalistes fonctionnent comme ça, et sur base de chacun de ces groupes, créer une enquête qui fait que en 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, on va être capable de répondre à cette question, finalement, est-ce que cette révolution russe a occupé l'intégralité de la population, ou bien seule une partie de la population a mené ceci? Si on crée un deuxième exemple, également basé sur le document 2 notamment, on dit dans le document 2, je constate que toutes les classes de la société russe sont décrites comme étant en effervescence. Or, dans le document 4 qui nous parlait de la révolution de février, rappelez-vous, il disait le 23 février c'était la journée internationale des femmes, eh bien je dis dans le document 4, je constate que la révolution de février 1917 a commencé lors de la journée internationale des femmes. Dès lors, je me pose une question, en Russie, durant les révolutions de 1917, quel fut le rôle des femmes? Alors ici, il y a 2 choses qui apparaissent. D'abord, on se pose encore une fois une question qui est, 3 choses même. Une question qui est formalisée en termes de thème, temps, lieu. Russie, révolution, 1917. Ensuite, on s'interroge sur base de ce qu'on voit, c'est-à-dire le rôle des femmes dans ce cas-ci. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et puis surtout, cette deuxième partie nous amène à un élément important de la compétence 1,
c'est qu'elle doit être formalisée à partir d'un concept. Notre concept ici, je vous l'ai expliqué en tout début d'analyse, c'est la stratification sociale. C'est la façon dont les classes sociales fonctionnent entre elles. Qu'il s'agisse des hommes par rapport aux femmes, qu'il s'agisse des bourgeois, des nobles par rapport à l'église ou par rapport aux paysans, etc. C'est ce qui fait que le premier exemple s'intéressait à la société mène-t-elle la révolution d'un front commun. La stratification sociale, finalement, les classes sont-elles sur un pied d'égalité à ce moment-là. Deuxième question, eh bien on s'intéresse de la même manière sur les hommes et les femmes ont-ils mené ce combat de la même manière? Quel fut le rôle des femmes dans la révolution russe? Et le rôle des femmes a été important. Aussi bien durant la Révolution qu'une fois la Révolution terminée, puisque si vous vous souvenez de ce qu'on a vu au cours, dès l'arrivée au pouvoir de Lénine, beaucoup de lois particulièrement novatrices pour l'époque vont être prises pour favoriser la gente féminine. Et donc c'est une révolution féministe finalement la révolution russe. Et ça c'est intéressant. Donc ici encore il y a l'idée de faire une enquête. Quel a été le rôle des femmes? On pourrait même continuer la question pour dire quel fut le rôle des femmes et qu'ont-elles gagné là-dedans? Puisque ça permettrait vraiment, encore une fois, de faire une enquête assez intéressante. Document 3, ici l'exemple 3, même chose, j'utilise encore le document 2, vous voyez qu'il m'inspire, c'est pas spécialement que c'est un grand document extraordinaire, c'est juste que moi, personnellement, j'y trouve des choses. Vous pourriez tout à fait trouver 10 questions supplémentaires par rapport à ce que moi j'écris. Si on fait l'exemple numéro 3, dans le document numéro 2, je constate que, même chose, toutes les classes de la société russe sont décrites comme étant en effervescence. Or, dans le document 6, je constate que Lénine est représenté comme balayant les rois, les capitalistes et les ecclésiastiques de la surface de la Terre. Donc là, on voit encore un paradoxe finalement. On vous dit que toutes les classes fonctionnent sur un pied d'égalité, elles sont en effervescence, et puis on voit finalement qu'il y a des classes sociales qui sont balayées par Lénine qui représente finalement la classe ouvrière. Dès lors, on se pose une question. En Russie, durant les révolutions de 1917, encore une fois, lieu, thème et temps, Russie, révolution 1917, quels étaient les griefs à l'encontre des nobles, des capitalistes et de l'Église? Les révolutionnaires avaient-ils à cœur de débarrasser le monde de ces trois classes sociales, ou bien envisageaient-ils une place pour eux dans le monde d'après la Révolution? Ici, la question, vous voyez qu'elle est double. Moi, je m'interroge personnellement sur, tiens, finalement, on nous dit qu'ils étaient tous du même côté, que toutes les classes sociales sont en effervescence, et puis je vois Lénine qui balaye quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là derrière? Est-ce que dès le départ, il y avait l'idée de balayer ces classes sociales, ou est-ce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on décide de balayer de la surface de la Terre ces trois classes sociales que sont les nobles, les capitalistes et l'Église? Donc ici encore, un paradoxe qui s'intéresse avec, qui vise à faire une enquête et qui va déboucher sur une enquête en utilisant le concept de stratification sociale. On s'intéresse aux classes sociales de la population. Alors exemple 4, dans le document 3, je constate que durant les événements d'octobre 1917, il n'y eut pas de résistance. C'est ce qui nous est dit dans le document. Il n'y eut pas de résistance. Vers 2 h du matin, de petits détachements occupèrent l'un après l'autre les gares, les ponts, les centrales électriques, l'agence télégraphique, sans rencontrer d'opposition. Donc là, moi je suis assez étonné, je lis qu'il n'y a pas eu de résistance. Si on prend un autre document qu'on met en parallèle, or dans le document 5, je constate que 3 arsenaux et casernes sont situés en plein centre de Saint-Pétersbourg. Dès lors, je me pose une question. Ben oui, à partir du moment où vous voyez qu'il n'y a pas eu de résistance, mais que vous constatez, on vous dit d'ailleurs, dans le document, on vous parle de les quartiers de la ville attenant. Il consistait à occuper d'abord les quartiers de la ville attenant à la gare de Finlande. Et si on cherche un petit peu la gare de Finlande sur une carte, on constate qu'à seulement quelques centaines de là, vous avez un arsenal et une caserne. Et des arsenaux et des casernes, on en localise 3 sur la carte qui constitue le document 5. Donc moi personnellement je m'interroge, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de résistance alors que l'armée était présente en ville, dans les casernes, elle était casernée. Ce n'est pas comme si l'armée était éloignée à 2000 km de là et ne pouvait pas revenir, l'armée est présente en ville. Donc moi je me pose une question, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit dans un document qu'il n'y a pas de résistance, dans l'autre document on constate qu'il y avait une armée partout. Alors moi je me pose une question, dès lors je me pose une question, en Russie, durant la révolution d'octobre 1917, quel fut le rôle de l'armée face à la population? On peut même faire ici une référence à ce qu'on a vu dans la matière, puisque ce n'est pas interdit. Je continue la question. A-t-elle lutté, cette armée donc, l'armée a-t-elle lutté face aux révolutionnaires comme lors de la révolution de 1905? Rappelez-vous du dimanche rouge du 22 janvier 1905 lorsque l'armée tire sur la foule. A-t-elle lutté face aux révolutionnaires comme lors de la révolution de 1905? Ou bien s'est-elle rangée à leur côté? Voilà. Donc voilà. La CA est aussi simple que ça, elle consiste en une opposition de documents. Vous constatez
une chose dans un document, vous constatez une chose de plus, ou l'inverse, que sais-je encore, dans un autre document, et il faut formaliser comme suit. Dans le document un tel, je constate que, or, dans le document un tel, je constate que, dès lors, je me pose une question, et cette question, on la formalise avec un thème, un temps, un lieu, et la question. En Russie, durant les révolutions de février 1917, je me demande ce qu'il s'est passé à ce moment-là, etc. Et cette question doit utiliser un concept, absolument, concept qui vous est donné en règle générale. Dans ce cas-ci, c'était la stratification sociale, donc toutes les questions doivent être édifiées sur base de ce concept de stratification sociale. Et en dernier lieu, ces questions doivent donner lieu à une recherche. Il faut pouvoir répondre très rapidement à cette question. Si je reprends mon exemple très caricatural d'Adolf Hitler, si votre question, vous analysez deux documents et vous me dites Adolf Hitler est-il responsable du déclenchement de la guerre? Bah, la réponse, on va vite la trouver. On va vous répondre oui, non, ou éventuellement on va vous dire oui, il est responsable en partie, mais il s'est associé à Benito Mussolini, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas une enquête qui va nous prendre des heures. On va pouvoir y répondre assez rapidement. Et donc ici, il faut à un moment donné se poser une question qui va aller très très loin. La question dans le cas d'Adolf Hitler, ce serait plutôt quels sont les événements qui ont mené à l'éclatement de la guerre. Alors là, vous allez être amené à parler à un moment donné de la crise de 1929, de l'humiliation de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale, du putsch raté de la brasserie d'Adolf Hitler en 1925, de son emprisonnement, de son arrivée au pouvoir en 1933, du complot qu'il a ourdi en mettant le chapeau de l'incendie du Reichstag sur les communistes. Petit à petit, son arrivée au pouvoir, sa prise des pleins pouvoirs, le congrès de Munich mis en place avec Benito Mussolini qui vise à ce que l'Allemagne et l'Italie parviennent à adoucir un petit peu, à amadouer l'Angleterre et la France. Et puis petit à petit, l'éclatement de la guerre qui va culminer en septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne. Ça, c'est une enquête qui pourrait nous prendre des heures, c'est-à-dire tout le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Donc toujours faire en sorte d'avoir une enquête basée sur un concept et une question qui est formalisée en termes de thème, temps, lieu et question. Voilà pour cet exemple qui, j'espère, vous aura permis de bien cerner la compétence. Bien évidemment, on en reparle en classe, mais ici, ça vous permet véritablement d'avoir un exemple clair et précis par le biais d'une capsule vidéo que vous pouvez avoir sous les yeux, voir et revoir sans arrêt pour, à un moment donné, assimiler le principe. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bisous. Non, pas bisous. Gifle. Sleep for a while, it's a pervious state.